Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 8 juin 2020 et les indices asiatiques qui évoluent en territoire positif en ce début de semaine avec le Nikkei qui gagne 1,2%. Les indices chinois, quant à eux, sont en hausse de 0,3% et de 0,8%. Le Kospi coréen, pardon, est relativement stable et le début de séance européenne se fait en territoire négatif. Contrairement au pétrole, le pétrole qui a gagné du terrain, notamment suite à l'annonce de l'OPEP+, qui a accepté de prolonger d'un mois, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois de juillet, l'accord actuel sur la réduction de la production. Et donc les pétroles, WTI et Brent, en ont profité. Le WTI est allé se placer au-dessus des 40 dollars. Il est très légèrement en dessous actuellement, très exactement à 39,80. Le Brent, quant à lui, est allé s'affranchir des 43 dollars. Il est actuellement à 42,77. Concernant le coronavirus, le nombre de cas confirmés a dépassé les 7 millions. Le nombre total de décès a atteint les 400 000 et près de 3,5 millions de personnes se sont rétablies. On passe à présent à l'actualité économique et financière avec les autorités néo-zélandaises qui ont déclaré qu'il n'y avait pas eu un seul cas actif de Covid-19 dans le pays hier. Aucun nouveau cas n'a été signalé dans le pays au cours des 17 derniers jours. Et selon un rapport Bloomberg, le leader de la majorité au Sénat, McConnell a rencontré des représentants de la Maison-Blanche afin de discuter d'un nouveau projet de loi de relance qui pourrait représenter jusqu'à 1000 milliards de dollars. Et on reste aux États-Unis avec la tempête tropicale Cristobal qui devrait frapper la côte nord du golfe du Mexique dès aujourd'hui. On passe à présent en Asie avec la Chine qui affiche un excédent commercial à un niveau record de 62,93 milliards de dollars pour le mois de mai. Alors, comment ça s'explique? Tout d'abord, des exportations qui ont été stimulées, on s'en doutait, par les ventes d'équipements médicaux et la valeur des importations qui a diminué. Pourquoi? Tout simplement en raison de la baisse des prix du pétrole. Et au Japon, à présent, les données finales du PIB ont montré que l'économie s'est contractée à hauteur de 2,2% en glissement annuel au premier trimestre 2020. Nous allons à présent nous intéresser au calendrier économique du jour. Donc, comme chaque lundi, le calendrier est quelque peu dégarni. Ça ne sera pas le cas, en tout cas, de la semaine. Cette semaine, nous prendrons connaissance de la nouvelle décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, et ce, dès mercredi. Alors, aujourd'hui, dans le même thème, concernant les banquiers centraux, il y aura une intervention de Christine Lagarde, présidente de la BCE. Donc prudence, parce que nous pouvons constater également des signaux d'aversion au risque, en tout cas à l'ouverture européenne. On le voit ici avec le CAC 40 en repli, le DAX également qui est reparti tester le seuil psychologique des 12 700 points. Donc aujourd'hui, au niveau des publications, on prendra connaissance de certaines publications en provenance de la zone euro, une publication importante, semi-importante et une autre au Canada. Alors 10h30, zone euro, indice Sensex pour le mois de juin, on s'attend à un repli de 22,5 points. 14h15 au Canada, les mises en chantier pour le mois de mai, on s'attend à un chiffre à hauteur de 150 000. Et enfin, le discours de Christine Lagarde, très exactement à 15h45. Donc voilà pour le calendrier économique qui est relativement allégé. L'événement de la semaine sera bien entendu la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Ceci étant dit, nous allons passer sur les indices boursiers. Et vous n'êtes pas sans savoir que vendredi, le Nasdaq est allé chercher un nouveau record historique alors que les émeutes s'intensifient aux États-Unis. Nous allons avant cela constater le S&P 500 en données mensuelles, le S&P 500 qui se rapproche de N des 3257. Le DAX lui est bien sorti de son nuage et en début de cette nouvelle semaine, pullback, léger repli en direction du haut de son nuage. Et ici, on peut voir une invalidation de la part de la lagging span, une lagging span qui refuse de s'affranchir de sa Tenkan. Donc, prudence. En tout cas, pullback pour le moment, allons-nous assister à une réintégration du nuage, légère aversion pour le risque, en tout cas en début de séance européenne. Mais le DAX
en données journalières ici, hein, c'était fait face à une résistance, et la résistance, une résistance dont il s'était d'ores et déjà affranchi, franchissement qu'il est en train d'invalider. C'est un palier de Kijun, c'est un palier également de SSB. Selon la théorie Ishimoku, ces paliers, c'est-à-dire ces niveaux à l'horizontale, sont des niveaux de support et de résistance. En voici les 12 720 environ. On peut en déceler plusieurs, on peut en trouver un autre ici, un palier d'SSB qui va représenter le niveau des 13 260. Légèrement plus haut, un autre à 13 354. Donc voilà pour ce petit rappel. Il faut noter que Ishimoku est extrêmement visuel et tous ces niveaux à l'horizontale, notamment ceux de la SSB, ce composant du nuage, et ceux de la Kijun, la ligne bleue, sont des niveaux déterminants des seuils clés de support et de résistance. En voici un autre, on pourra en trouver plusieurs et constater effectivement qu'ils correspondent à des niveaux de support ou de résistance, que ce soit avant ou après le palier. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Nous allons passer à présent sur le DAX en données H4, en données intraday. Ici, nous avions plusieurs vagues qui s'étaient déployées. Une première vague mineure ici, qui était visiblement une vague en N, car nous avions eu un retracement de 50%. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les marchés, les mouvements de marché peuvent se décanter en plusieurs N, plusieurs formations, et selon le repli qui est effectué après la première impulsion, nous allons avoir des projections de soda, des objectifs. Ici, nous avons eu une première impulsion, ensuite un repli qui a retracé 50% de l'impulsion, donc c'était une vague en N, nous avons atteint l'objectif N. Ensuite, une vague majeure s'était déployée, c'était une vague en V, car le repli du mouvement, nous avons ici l'amplitude du mouvement de 1000 points environ, nous avons ici un repli inférieur à 50%, donc c'était une vague en V, et nous avons atteint justement cet objectif V qui était à 12 775 points. Donc maintenant, le tout est de savoir où allons-nous placer le prochain creux en vue d'analyser la prochaine vague. Soit le prochain creux se fera sur la Tenkan, car très souvent nous assistons à un retour à la moyenne, soit la moyenne de court terme, donc la Tenkan, soit la moyenne de moyen terme, donc la Kijun. Donc deux possibilités ici, soit nous venons retracer en direction de la Tenkan pour un mouvement de 500 points, un retracement à la Tenkan serait un mouvement de 217 points, soit une vague en V, étant donné que l'on retrace moins de 50%. Donc, c'est à partir du moment où nous allons marquer un creux ici ou ici, ou si nous franchissons la Kijun, dans ce cas-là, on peut s'attendre à une poursuite du repli en direction du prochain palier, voire en direction du bas du nuage, si nous sommes à ce niveau-là. En tout cas, s'il y a un repli et que l'on repart à la hausse, nous assisterons donc à une vague en N avec une projection V ou E ou autre. Donc ce sera ici tout l'objectif de cette journée, déceler ce point C qui nous permettra de déterminer la prochaine vague. Donc voilà pour le DAX, nous allons à présent nous intéresser aux indices américains. Je vous propose de commencer par le Nasdaq. Le Nasdaq qui est allé marquer un nouveau record historique alors que les tensions sociales font rage aux États-Unis, notamment raciales, et les émeutes ne cessent pas. Nous assistons à des scènes de pillage, à des scènes assez désolantes pour ceux qui s'y intéressent. Il y a des vidéos assez choquantes malheureusement de ces événements. Mais cela ne suffit pas à freiner la hausse du Nasdaq. Le Nasdaq qui est allé marquer un nouveau record historique. On en parlait depuis plusieurs jours, ça a même fait l'objet d'un titre de Good Morning Market en début de semaine dernière, car il y avait une formation assez spéciale, ce que l'on appelle un bullish pattern. C'était un double creux avec un objectif assez ambitieux. Cet objectif a été atteint. Nous allons en parler, nous allons faire le point là-dessus sur le Nasdaq en données horaires, en données H1. Donc ici, voici l'objectif que nous nous étions fixés. L'objectif a été atteint, il a été surpassé. Ça a bel et bien été le record historique, on peut le voir. Ce sont des niveaux qui ont été testés très précisément, notamment au pullback. Et si second pullback il y a, ce serait en direction des 9790 environ, soit en direction de cette ligne de force E. Donc ici, ce qu'il faut savoir de cette figure que nous avons détaillée la semaine dernière, nous l'avons suivi dans le détail sur l'US 100, sur le Nasdaq. Donc ici, nous avons ce que l'on appelle en Occident un double creux.
ou double bottom. C'est une formation également qui a été décrite par Goichi Hosoda, le créateur d'Ishimoku, avec la formation de deux creux en dessous du nuage, avec un espace entre les deux creux, étant donné que nous sommes en H1 de 23, de 22, 23 ou 24 chandeliers. Ici, nous en avons 22 très exactement, donc la condition a été respectée. Deuxième condition, nous avons eu notre croisement de la lagging span avec les cours ici. Première condition de croisement respectée. Seconde condition de croisement, c'est le croisement de la Tenkan et de la Kijun. Celle-ci a été respectée. Condition d'accélération. Après la formation de C, nous avons eu cette accélération et donc une figure qui avait bel et bien été validée. Alors ici, ce mouvement ABC nous donne des projections selon la théorie de Soda en 3E. Donc il faut sélectionner E. C'est la ligne que nous allons chercher. Mais nous allons chercher soit E, soit 2 fois E, soit 3 fois E. Voilà pourquoi il faut sélectionner donc 3E. Et ici, on peut le constater selon cette vague en bleu. Nous sommes allés chercher ici, on peut le constater, nous sommes allés chercher E. Alors d'autres objectifs, hein, si l'appétit pour le risque se poursuit, d'autres objectifs sont réalisables dans le cadre de cette figure chartiste, notamment 2E et 3E, avec un 2 à 10 090 et un 3E à 10 398, donc à 10 400. Voilà les prochains objectifs à aller chercher dans le cas où l'optimisme se poursuivrait sur les marchés. Nous avons pu confirmer une zone de résistance, je vous le rappelle, la semaine dernière, car une vague majeure, une vague un peu plus vaste est venue se développer. La voici en vert notamment. Nous avions eu un mouvement AB d'environ 400 points, un retracement ici d'environ 200 points. Donc, il s'agissait bel et bien d'une vague en N. Donc ici, nous avions tracé cette vague en N. Nous sommes allés chercher le point N qui était légèrement en dessous du point 1E qui nous était fourni par la figure classique décrite par Goichi Hosoda. Donc cela nous a permis de déterminer une zone majeure ici dans l'encadré vert, une zone de résistance. Ce qu'il faut savoir actuellement, c'est que nous assistons à une inversion de polarité. Cette zone qui était précédemment résistance devient à présent support et c'est justement elle qui va supporter les cours ou non. Donc soit nous allons effectuer un pullback ici, on peut le voir, le Nasdaq est en train de se replier. Donc soit il y aura un pullback à ce niveau-là en vue de repartir à la hausse, peut-être pour aller chercher 2E, le prochain objectif. En tout cas, on pourra déterminer à ce moment-là des objectifs intermédiaires. Comment nous allons attendre tout simplement la fin du pullback et que les cours repartent à la hausse. S'ils repartent à la hausse, pour nous intéresser à cette vague ici, qui débute très exactement sur cette oblique haussière. Et nous allons placer un point B ici, aux alentours des 9872. Nous allons imaginer que le pullback ait lieu sur E à 9785, ce qui nous fait une vague AB de 270 points et une vague BC de 80 points. Donc BC retrace moins de 50% car ça fait bien plus de 160 points. Donc nous faisons face à une vague en V. Donc ici l'objectif intermédiaire est à 9960 si le pullback s'effectue ici. Après on va pouvoir régler tout cela au fur et à mesure. Hein. Si le creux s'enfonce davantage, si on vient tester les 9765, la hausse de cette vague ici devrait prendre fin à 9980. Mais attention de vérifier que nous ne sommes pas à 50% de retracement. Ici, 272. Et donc 100. Nous sommes toujours à moins de 50%. Donc c'est toujours V que l'on doit aller chercher. Donc voilà comment aborder cette séance pour aller chercher d'autres objectifs à la hausse dans le cas où l'optimisme se poursuit. Donc c'est un suivi, c'est une stratégie, si je puis dire, de suivi de tendance avec à la base ici une figure extrêmement bullish, cette bullish formation, ce double bottom, avec des objectifs assez éloignés. Donc, plutôt que d'attendre que l'on cherche ces objectifs éloignés, on essaye de trader les objectifs intermédiaires et pour ce faire, cela se fera de la manière suivante, hein, celle que je viens de décrire juste avant ça. On va décanter des mouvements intermédiaires pour avoir des objectifs avant d'atteindre nos objectifs finaux. C'est un peu ce que nous avons fait la semaine dernière avant d'atteindre cette zone de résistance. Hein.
pouvez le voir, il y avait plusieurs vagues ici qui sont allées chercher des objectifs intermédiaires. Donc la stratégie est la même, c'est une stratégie haussière, en gardant à l'esprit qu'en cas de franchissement de la Kijun, c'est une alerte de retournement baissier. Et l'alerte ultime de baisse qui nous ferait passer notre biais aussi à un biais baissier serait une traversée du nuage. Alors ici, tant que avant 18 heures, il y a une faiblesse de nuages. Même par la suite, il y a des faiblesses. Donc jusqu'à demain, 3 heures du matin, des faiblesses ici sont décelables. Donc prudence. Si on vient franchir le nuage, on passe directement en biais baissier. Et ce biais baissier sera clairement confirmé en cas de franchissement de cette oblique haussière, une oblique haussière qui vient rallier les différents creux, je vous le rappelle. Donc ce sera le signal ultime qui pourrait permettre repousser le Nasdaq jusqu'à ce palier de SSB. Donc voilà, nous avons fait le point sur le Nasdaq. Nous allons aller un peu plus vite sur les autres indices. Et au fur et à mesure, nous essayons d'étayer donc notre vision Ishimoku. Alors pour les débutants, j'essaye de toujours fournir des éléments théoriques explicatifs. Sinon, il y a beaucoup de ressources. N'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire YouTube si vous n'arrivez pas à suivre. On pourra vous fournir des ressources. Sinon, effectivement, je peux comprendre que Ishimoku pour un débutant, quelqu'un qui découvre, ça peut être un effort considérable. Des fois, on veut commencer à trader directement, avoir des outils beaucoup plus simples à prendre en main. Dans ce cas-là, les projections de Soda sont faites pour vous, car il vous suffit de déceler un point bas, de déceler un point haut et un autre point bas, et vous avez des objectifs. Sans avoir de connaissances précises, vous restaurez par défaut, toutes les projections sont sélectionnées, et vous aurez beaucoup d'objectifs qui vous seront donnés. Ce sera extrêmement précis pour notamment votre money management. Une manière de le trader sans avoir une connaissance précise, c'est de sélectionner toutes les projections qui sont sélectionnées par défaut et d'acheter en cas de franchissement de la première ligne. Donc ici, la ligne NT. Donc le signal nous est donné en cas de franchissement d'NT et on va chercher les prochaines lignes. Ce sera les prochains objectifs. Donc voilà une manière d'utiliser les projections de Soda sans aucune connaissance, que ce soit connaissance d'Ishimoku, voire même connaissance des piliers Ishimoku. Tout simplement, en prenant les projections de Soda, on essaye de déterminer à la va-vite ici une vague. On en voit une ici grosso modo, c'est-à-dire une impulsion haussière avec une correction qui vient corriger un certain pourcentage de la hausse. Jamais 100%, sinon bien entendu c'est un retournement. Mais à partir de là, ça nous donne des objectifs. Le signal nous est donné par le franchissement ici de la première ligne, qui est la ligne NT qu'on va mettre en vert. Et c'est cette ligne NT qui va nous donner le signal pour aller chercher les lignes bleues. Donc voilà pour vulgariser, pour utiliser les projections de Soda sans aucune connaissance au préalable, aucune connaissance de l'indicateur Ishimoku ou du système Ishimoku dans son ensemble, donc toutes les théories sur lesquelles repose ce système-là. Voilà pour cette petite parenthèse. On passe à présent sur le S&P 500. Un S&P 500 en données H1 également qui est venu surpasser son objectif V. Nous avions un retracement de moins de 50% d'amplitude de mouvement qui était de 140 points. Ici, on est allé retracer 40. Donc, c'était une vague V et on est allé chercher V. On est allé surpasser V. Une nouvelle vague est en cours de formation actuellement. Donc, le travail sera ici de déterminer le creux. Si le creux est placé, sur la Kijun, donc cela sera une vague V car on va retracer moins de 50%. Ça se voit visuellement, ici le mouvement débute à 3085 et il va jusqu'à 3200, donc c'est un mouvement assez conséquent avec un petit retracement de 40 points. Donc une vague en V ici qui nous permettrait d'aller rallier les 3252. Donc ici le tout sera de trouver le point C et c'est le point C qui nous donnera notre objectif si la hausse se poursuit. Et les signaux de baisse, à l'image du DAX, à l'image du Nasdaq, seront donnés comme suit. Ici, le premier signal, la première alerte nous sera donnée en cas de franchissement de la Kijun. Donc, c'est comme cela qu'il faut utiliser Ishimoku. Ishimoku est un outil de tendance à la base. C'est vraiment le but ultime. C'est un outil de tendance. Lorsqu'on franchit la Kijun, c'est la moyenne de moyen terme, cela nous alerte qu'on peut assister à un déséquilibre, à un retournement baissier. Mais ce retournement n'est pas validé tant que nous sommes au-dessus du nuage, car à partir du moment où nous sommes au-dessus du nuage, la tendance est haussière et il ne faut pas trader à contre-tendance par définition. Donc nous allons attendre un franchissement du nuage
Et pour les plus frileux, nous pouvons même attendre un franchissement de cette oblique haussière, exactement comme pour le Nasdaq. Un franchissement de cette oblique haussière sera le signal ultime et le franchissement de cette oblique haussière devrait venir de pair avec le franchissement de notre nuage H1. Donc voilà pour la stratégie haussière qui sera déterminée par le creux une fois qu'il sera marqué, la stratégie baissière qui devra être déployée en cas de franchissement ici de l'oblique haussière qui rallie les différents creux. Sinon, hein, concernant le scalping, une autre stratégie consiste à vendre ici en cas de franchissement de la Kijun. Donc si nous avons un franchissement de la Kijun, les scalpers par exemple peuvent marquer les différents niveaux ici, un franchissement de la Kijun à ce niveau-là pour aller chercher le prochain palier. Donc voici le palier à aller chercher, voici ma Kijun. Je passe ensuite par exemple sur du 15 minutes et voici ce dont pourrait bénéficier un scalper. Donc ici en cas de franchissement de la Kijun en 15 minutes, cela correspond à une sortie du nuage par le bas. Donc c'est bien un signal de vente Ichimoku. Donc ici très intéressant de vendre en scalping pour aller chercher le prochain palier qui nous était donné sur du H1 et donc les 3116. Donc Ichimoku est un outil qui fonctionne sur toutes les unités de temps. Si nous n'avons pas de signal sur du H1 par exemple, cela ne nous empêche pas de trader en 15 minutes. Un très bon exemple ici qui vous a été donné. Donc en H1, en cas de franchissement de la Kijun, hein, pour un trader, pour un scalper, c'est une excellente opportunité car l'amplitude ici, nous avons une amplitude de 57 points avant le prochain support et donc en 15 minutes, 5 minutes, en 1 minute, cela peut représenter une très belle opportunité. Donc voilà pour le S&P 500, très rapidement le Dow Jones. Le Dow Jones ici, nous pouvons déterminer des objectifs de la même manière que pour les autres indices. À partir du moment où le creux intermédiaire sera tracé, sera déterminé, on s'intéressera à nos projections de Soda ici pour aller déterminer une vague avec un top intermédiaire à 25 320 et le creux, si celui-ci se fait à 26 937 ou à 27 000, ce qui semble extrêmement plausible à ce niveau-là. Cela nous donnerait une projection V à 26 650. Nous sommes un peu attardés en ce début de semaine sur les indices, les différentes stratégies qui sont similaires, hein, quels que soient les indices. Ici, la stratégie baissière sur le Dow Jones se déploiera en cas de franchissement du nuage. En tant que scalper, vous pourrez attendre le franchissement de la Kijun pour aller chercher le nuage. Et là, par contre, il a une très belle amplitude de points. Nous allons passer sans plus tarder sur le compartiment matières premières. Nous allons essayer de parler, nous allons essayer de décrypter un petit peu ce qui s'est passé sur le gold. Nous allons faire un parallèle avec, le comportement des cours du gold lors de la précédente sortie d'un triangle symétrique. C'est assez déroutant la similitude, hein, que l'on peut constater. Pour ceux qui suivent le gold d'ailleurs, hein, vous pourrez faire un parallèle également avec ce qui se passe les vendredis sur le gold, hein. Ces jours-là, ces jours de forte volatilité habituellement sont des vendredis plus particulièrement. C'est exactement ce que l'on a pu constater. On a eu une sortie du nuage, pardon, je suis vraiment formaté Ichimoku. Nous avons eu une sortie par le haut de notre figure chartiste, un pullback qui est allé bien en dessous de notre Apex, un Apex à 1700 $. Une situation similaire à moindre mesure, hein. Nous étions dans des conditions d'extrême volatilité, hein, lors de la précédente sortie de son triangle symétrique, c'est-à-dire à la début mars 2020. Les conditions de marché sont différentes, mais les comportements des cours sont similaires. On peut le voir ici en données journalières. Alors, en données H4 ici, la situation est contrastée. Nous avions tracé un biseau descendant en vue d'entrée pour des stratégies d'achat, éventuellement pour être plus sécuritaire. Et finalement, la sécurité a largement payé, car même à 1700 $, très difficile de tenir sa position. En tout cas, il fallait avoir confiance en sa stratégie, confiance en son biais aussi. Mais donc, décidément, l'apex du triangle n'était pas le point d'achat optimal. Nous sommes allés bien plus bas et nous sommes allés chercher la borne inférieure de ce biseau descendant. Actuellement, nous repartons à la hausse et tout l'enjeu sera de se placer au-dessus de l'apex. Je vous rappelle que l'apex est le centre de symétrie
d'un triangle symétrique. Donc notre Apex ici est à 1700 $. Nous avions, et ce sont des niveaux qui comptent énormément, ce sont des niveaux, des seuils de support ou de résistance majeurs. Souvenez-vous, le précédent Apex de notre triangle symétrique, qui lui est à 1560 $ l'once. Nous sommes allés le chercher à la sortie du nuage, pardon, à la sortie du triangle symétrique, je vais y arriver. Nous sommes allés le chercher suite au repli conséquent qui nous avait permis d'aller chercher des niveaux aux alentours des 1450. Il y avait eu un rebond à nouveau sur cet Apex et c'est bien ce rebond sur l'Apex qui nous avait permis de repartir à la hausse pour aller former cette figure de consolidation, pour aller consolider dans un triangle symétrique. Donc on peut s'attendre à un comportement similaire avec un cours du gold qui vient s'affranchir à nouveau de l'Apex de son précédent triangle symétrique pour repartir à la hausse et se replier à nouveau en direction de son Apex. Mais très certainement, c'est un appui sur cet Apex qui nous donnera la prochaine jambe haussière sur le gold pour aller peut-être former une prochaine figure de consolidation. Donc voilà pour les hypothèses concernant le gold. Notre biais reste haussier. Nous avions une vision long terme, je vous le rappelle, sur le gold. Donc pour l'heure, le tout est de s'affranchir de cet Apex. Mais attention au sentiment de marché, c'est clairement le sentiment de marché qui va déterminer les cotations de l'or. On en a parlé vendredi, c'était notre crainte vendredi matin. Nous avions dit que l'or était en danger par rapport au sentiment de marché. Un appétit pour le risque croissant venait peser sur le cours de l'or et c'est effectivement ce que l'on a pu constater. Et le dollar américain n'aide pas les choses également. Je vous rappelle que l'or est coté en dollars américains. Donc, il y a un lien évident entre le biais vert et le gold. Donc, voilà pour le gold. Nous allons attendre un franchissement des 1700 pour peut-être renforcer nos positions pour ceux qui ont eu la chance d'entrer sur ce marché à des niveaux en dessous des 1700 $. Ici, nous avons eu un N inversé. Un N inversé, c'était un N. Pourquoi? Car le mouvement baissier était de 55 points et le mouvement haussier était plus ou moins de 25 points. Donc 27,90. Donc plus ou moins un N ici. Nous ne sommes pas allés jusqu'au 1665. Je vous rappelle qu'on peut s'accorder une certaine tolérance pour les projections de Soda. Ici, elle est de moins de 5 points. Mais effectivement, cette N a été finalisée avant de repartir à la hausse. Donc effectivement, si les cours ne parviennent pas à s'affranchir des 1700, on peut s'attendre à un repli. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir notre prochaine vague qui nous permettra de déterminer notre prochain objectif de court terme. Et donc le silver à l'image du gold s'est fortement replié. Alors le silver, nous avions plusieurs éléments. Nous avions pu déterminer un range ici, mais nous avions une autre oblique baissière qui venait rallier le pic ici du 21 mai à 21h et ce pic ici du 28 mai en début d'après-midi après une sortie, après un franchissement de cette oblique baissière. Alors visiblement, c'est cette oblique baissière que nous sommes allés chercher sur l'argent. Je vais essayer de la mettre en gras. Excusez-moi pour le manque de visibilité de ce graphique, qui je m'en rends compte, manque quelque peu de clarté. Donc ici, nous sommes très précisément allés chercher cette oblique baissière et le nuage nous renvoie à la baisse, très certainement en direction de la Tenkan. Ici, le signal nous sera donné, le signal de renfort ou d'achat en cas de franchissement du nuage pour aller chercher les 18,06. Nous allons passer à présent sur le pétrole. Alors, nous avions annoncé vendredi un WTI qui pourrait aller tester les 40 $. Alors, les 40 $ ont été testés et les 40 $, c'est très exactement le cours actuel du WTI. Donc, les 40 $ ont été ralliés à présent. Le WTI devrait légèrement consolider aux alentours justement de ce niveau-là, ce niveau des 40 $. Donc, dans l'attente de plus d'informations fondamentales, notamment dans l'attente du déploiement d'un scénario technique un peu plus clair, nous allons rester dans l'observation concernant les pétroles. Pour l'heure, on devrait rester quelque peu flat sur le pétrole, notamment après une telle progression. Attention à tout repli en direction des 38,75.
C'est le niveau à aller chercher si jamais on ne parvient pas à sauvegarder les 40 $ sur le WTI. Nous allons passer sans plus tarder sur le marché d'échange avec notamment ce dollar index qui tente de retrouver des couleurs et l'euro-dollar également qui s'est replié après ce rallye effréné, après avoir franchi un à un toutes les résistances sans afficher une seule bougie rouge. La seule bougie rouge est ici, c'est celle du 5 juin. C'est celle du 5 juin 2020. Nous sommes relativement stables pour le moment dans l'attente du discours de Christine Lagarde. En cas de repli de l'euro-dollar, l'objectif nous serait donné par les 1,1140. Si l'euro-dollar fait une pause dans sa hausse, ce qui serait tout à fait normal après un tel rallye haussier. Donc l'objectif nous serait donné par ce palier de SSB 1,1138. Et l'USD CAD qui retrouve légèrement des couleurs ici, légèrement stable plutôt. Nous avons clairement comblé ce gap, le précédent gap haussier, et nous sommes très exactement posés à l'ouverture de ce gap. Et le GBP-USD également qui a atteint l'objectif des 1,2740 très précisément, et le GBP-USD qui marque une pause, le GBP-USD, la livre sterling qui est la plus active aujourd'hui, donc pour les cambistes. Donc cette résistance a freiné la hausse du GBP-USD. On attend un repli peut-être aux alentours des 1,26028. Alors ce Good Morning Market touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Donc aujourd'hui, le calendrier économique étant relativement allégé, nous avons fait un petit point sur la stratégie sur les indices, stratégie à privilégier sur la stratégie acheteuse, mais attention en cas de repli, les stratégies baissières pourraient être fructueuses, notamment sur du 15 minutes, voire du 5 minutes entre les Kijun et les hauts de nuages. Toutes les stratégies ont été détaillées, le Nasdaq pourrait peut-être marquer encore une fois un nouveau sommet historique, mais prudence tout de même en ce nouveau début de semaine. Encore une fois, merci pour votre fidélité, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ces Good Morning Market. On se retrouve dès demain pour la prochaine émission. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager ou même commenter cette vidéo. Et je vous le répète, pour les débutants qui viennent de nous rejoindre concernant Ishimoku, si vous vous sentez la force de mettre le pied dans ce système-là, nous avons à votre disposition toutes les ressources nécessaires, des ressources qui sont extrêmement complètes. Donc n'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire de cette vidéo que vous avez besoin de ressources éducatives sur Ishimoku. Et pour les autres, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, si certaines choses ne sont pas claires, notamment concernant les projections de Soda, les commentaires YouTube sont faits pour cela, donc n'hésitez pas à commenter directement. Je me ferai une joie d'y répondre et de vous aider à vraiment maîtriser ce système Ishimoku. Alors sur ce, nous mettons un terme à ce Good Morning Market. On se donne rendez-vous dès demain à la même heure. Au revoir.